venir vous en parler et à contribuer avec une réflexion au sujet de la langue. Alors, quand on m'avait parlé de reconnaissance et de partage, je me suis dit, qu'est-ce qu'un linguiste peut en dire? De la même manière qu'il y a quelques années, je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'un linguiste peut dire à propos de la transparence? Donc ce sont des thèmes relativement biaisés, mais pour nous, linguistes, bien entendu. Cela dit, en ce qui concerne la reconnaissance et le partage, la situation est un tout petit peu différente. Alors, pour commencer cette réflexion, j'avais pensé au philosophe grec Evolides, qui avait créé beaucoup de paradoxes qui ont beaucoup fait réfléchir tout le monde, comme le paradoxe du Sorite, à partir de combien de grains de sable on a un tas de sable. Mais c'est surtout celui d'Électre. Électre, juste pour abréger et ne pas raconter l'histoire des Atrides, qui est longue, Électre est séparée de son frère. Elle attend de le voir, et le jour où elle le rencontre, elle sait qu'elle a un frère, mais elle ne le reconnaît pas. Alors comment ça peut se passer de cette manière-là? En fait, c'est la polysémie, l'utilisation du mot connaître qui résout le problème. Donc bref, elle connaît, mais elle ne le reconnaît pas. En fait, finalement, elle le reconnaît grâce à un signe, puisqu'il a une cicatrice. Et justement, les langues sont faites de signes. Le problème est de quel signe? Donc il y a essentiellement trois types de signes. On a beaucoup théorisé sur les signes, mais la première fois qu'on se pose vraiment la question de systématiser tout ce qu'on dit à propos du signe, c'est au XIXe siècle avec Peirce. Et Peirce dit qu'il y a trois signes. Le premier, c'est l'index. Sa théorie est beaucoup plus complexe, mais on peut le résumer à ça. C'est l'index, l'icône et le symbole qui va venir tout à l'heure. L'index, c'est un signe auquel on reconnaît la possibilité d'être quelque chose. Mais en soi, lui, il ne dit strictement rien. En revanche, quand on va créer une icône sous la forme graphique, par exemple d'un nuage, avec la possibilité d'orage. Ah, merci beaucoup. On commence déjà à synthétiser une expérience qu'on a dans le passé. L'autre icône qui est à côté, quand on voit cela, on pense à manger. Donc, c'est forcément un restaurant, c'est certainement pas un hôpital. Donc, pour la deuxième fois, c'est, à la rigueur, la cantine d'un hôpital, mais en tout cas, ce n'est pas du tout un orage. C'est-à-dire qu'une icône ne peut ne peut dire ou transmettre comme information que ce qu'elle montre. Et le troisième, c'est le symbole. Et là, il y a une petite chose qui est en fait gigantesque. C'est que dans les symboles, il y a une notion de négociation sur la valeur du symbole. Un symbole en soi, il ne veut rien dire. C'est nous qui lui donnons un sens. Le point d'interrogation, ça n'a pas de raison d'être un point d'interrogation. C'est nous qui avons besoin de ce signe. Nous nous sommes accordés pour donner à cette espèce de graphisme la valeur des points d'interrogation. C'est pareil pour l'euro, c'est pareil pour le Y. Je vous ai expliqué tout de suite pourquoi il y a cette partie qui est en rouge. Mais en tout cas, c'est l'histoire même du mot symbole, symbolon, qui était quand on brisait en volone une pièce d'argile et on gardait une moitié, on donnait l'autre moitié. Et en signe de reconnaissance de deux familles qui avaient gardé chacune la moitié du volone, les mettaient ensemble et faisaient le sum volone pour signifier une alliance à une autre époque. Donc on peut partager et on peut reconnaître des choses dans la mesure où effectivement on reconnaît la valeur de tous ces symboles, beaucoup plus que l'index et le symbole. L'index et l'icône, pardon. En tout cas,
la réalité de la langue n'est pas du tout ce qu'on écrit. La réalité de la langue, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le décortiquer, mais c'est, je lis le programme de ce matin. Et je dis bien de ce matin, puisque je n'ai pas trouvé le signe, le diacritique pour mettre le tilde au-dessus du « et » ouvert que vous, les francophones d'ici, vous faites. Vous dites le matin, pas le matin. Donc bon, tout ça pour vous dire que la réalité de la langue, c'est ça. Voilà. Donc, tout ceci a fait l'objet d'un accord. Une chose, c'est les possibilités que nous avons d'articuler des sons, et une autre chose, c'est la valeur que nous donnons à ces sons que nous pouvons articuler. Donc, nous reconnaissons des mots, que ce soit à l'oral et à l'écrit, parce que nous partageons la valeur que nous leur donnons. C'est une agrégation, si vous voulez, des différentes valeurs des choses. En revanche, quelque chose qui est absolument fondamental de distinguer est le fait que ce qui appartient à la langue, c'est justement les éléments qui la constituent, pas du tout ce qu'on en fait. Ce qui équivaut à dire aussi que la langue est une chose, le discours en est une autre. Donc moi je vais m'arrêter à ce que de la langue, tout ce qui viendra après, c'est une autre histoire. Alors, quand je dis par exemple quelque chose comme « j'aime la chasse » ou « je déteste la chasse », ce que nous partageons entre tous, c'est la valeur de chaque élément. Je, e, m, e, a, ch, a, s. Nous partageons aussi la valeur de j'aime la chasse et la valeur de j'aime la chasse ou je déteste la chasse pour le besoin de la manœuvre, c'est exactement pareil. Ce qu'il y a, c'est que quand j'altère quelque chose au tout petit, même si c'est tout petit, et je dis j'aime la jasse, là, il y a quelque chose qui vient perturber le système. Alors là, j'ai fait 4 hypothèses. Soit quelqu'un a dit « j'aime la chasse » et il s'est trompé avec le « ch », ou il a voulu dire « j'aime la jazz » dans le sens de « j'aime jaser », ou éventuellement, il s'est trompé sur l'article de « jas ». Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que jas? C'est un jeu de cartes en Suisse. Donc ça dépend qui va interpréter ça pour lui donner une valeur d'erreur ou pas. Alors, avant de continuer là-dessus et vous montrer la diapositive suivante, j'avais pensé à vous faire un petit test ludique, si je peux me permettre, pour vous faire réfléchir à la notion de langage. Parce que comme beaucoup de choses, au quotidien, on sait qu'est-ce que c'est, mais sans le savoir. Alors la meilleure manière de savoir qu'est-ce que c'est que le langage, c'est justement de se planter et de ne pas savoir qu'est-ce que c'est. Puisque je suis sûr, je ne sais pas combien de personnes il y a autour de la table, si je pose la question, dites-moi par écrit, dans vos forts intérieurs, qu'est-ce que c'est que le langage, je n'aurai pas à la rigueur, 3 personnes qui disent à peu près la même chose. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Alors, ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple. Pardon. Tout le monde connaît cet objet. Bon. Madame, vous allez expliquer à monsieur qui n'a jamais vu cet objet, qu'est-ce que c'est? Une pochette longue et étroite qui permet de ranger des crayons. Satisfait? Oui. On va dire oui. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est que cet objet, et madame ne l'a jamais vu, mais meurt d'envie de savoir de quoi il s'agit. Alors vous allez lui dire ça, mais vous n'allez pas parler.
Merci beaucoup. Vous avez compris. Parfaitement bien. Alors maintenant, monsieur a aussi envie de savoir qu'est-ce que c'est que cet objet, mais vous n'allez pas parler et vous n'allez pas faire des mouvements mimétiques. Je vous rassure, vous avez deux possibilités. Tricherie, puisqu'on a fait la même chose que la dame. Mais il y a deux possibilités. La première, je transforme le dit en écrit, c'est-à-dire je change de système. Et troisième, où vous dessinez, c'est-à-dire vous changez l'image qu'on voit dans le geste en image. Le responsable, c'est monsieur. Ce qui veut dire que dans la transmission et le partage de l'information, il n'y a pas énormément de solutions. Soit on parle et ce qu'on écrit est la transcription de ce qu'on dit, soit on le dit, soit on le dessine, parce que ça correspond à une image qu'on a vue par ailleurs. Donc c'est un tout petit peu ce qu'on a aussi. Si je passe en phonétique, j'aime la chasse, ceux qui reconnaissent les logiciels de reconnaissance, c'est complètement différent à cette partie que ce que je vous montre là. Ce qui veut dire que quand on commence à décortiquer les différents signes qui font la langue, pour terminer ma petite démonstration, au fond le langage c'est quoi ? C'est un outil de médiation entre mon mental et le mental de l'autre. C'est un raccourci très bref, mais au fond, c'est ça. Alors, si je dis le graphe s'est réuni tous les uns aux arcs, ce que je suis en train, c'est de découper les signes d'une autre manière que la première fois. Et en fait, ma tête est en train de trier énormément d'informations. Je vous épargne le détail de cette partie-là. Et ensuite, juste pour un mot, c'est-à-dire pour ce signe-là, qu'on appelle mot, en fait, je suis en train de décortiquer une très grande quantité d'informations. Je reçois des données, je les trie énormément. Mais ça va à une vitesse tellement grande qu'on n'est pas conscient. Et on en sera conscient, justement, le jour où le système ne fonctionnera pas. Alors maintenant, sur la base de quoi on trie tout ça? Et voilà, ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. Là, dans la planète entière, on se comprend, peu importe de quelle langue on vient. Je ne sais pas toutes les articuler, mais pour que vous ayez un point de repère. Cela, j'ai jamais pu. Mireille Mathieu. Les laryngales, pour moi, ça a toujours été un problème. Et le français n'utilise pas tout ça. Le français va sélectionner là-dedans seulement une partie. Et avec tout cet ensemble qui apparaît là en rouge, qui sont des signes en soi, pas tous signifiants, mais le français va sélectionner quelques-uns et va les combiner entre eux. Si j'enlève, si je veux distinguer par exemple l'espagnol du français, pour avoir ce qui se passe en espagnol, je supprime tout ça, je fais apparaître deux autres. Espagnol d'Espagne, je parle. Que se passe-t-il maintenant du côté des voyelles? On peut articuler, on connaît, grosso modo, en phonologie et en phonétique articulatoire et en phonétique acoustique, dès l'ordre de 28 voyelles. Que voici. Tandis que le français utilise seulement celles qui sont en rouge. Et le français est en train, puisque le système est très lourd
pour composer des choses. Donc, il est en train de le réduire. Donc, des 16, vous êtes en train de passer à 13, voire 12, selon les régions. Voilà l'espagnol. On peut s'amuser aussi à les faire sonner dans la première ligne. I, U, E, U, E, 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 A, E, 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 U, O, cela je n'en mets plus. A, O, O, A. Mais toutes les langues, de nouveau, n'utilisent pas tout. Mais on le reconnaît très très bien quand on écoute une autre langue. Ou quand en français, le système ne fonctionne pas. Dernière chose pour cette partie. Vous êtes prêts à bien interpréter et à accepter ceci. Vous pouvez accepter cela en syntaxe. Là, c'est déjà un peu... On va le comprendre, mais on ne le dirait pas spontanément. Quant à cette série-là, il est hors de question de la comprendre. Pourquoi ? Parce que les signes qui permettent cette reconnaissance ne sont pas dans le bon ordre. Donc, même l'articulation, elle ne donne rien du tout. C'est-à-dire que pour reconnaître un énoncé en langue, pour reconnaître une phrase, on a trié une très grande quantité de signes en amont. Le système ne s'arrête pas là, parce que, une fois qu'on a vu cette organisation syntaxique, il faut aller voir aussi à l'intérieur ce qui se passe. Et c'est ce qu'on appelle... Ah, pardon, il y avait ça avant. Comme le rap aux États-Unis ou certains... oui, le rap ou certains insultes rituels aux États-Unis qui avaient été décrites par les bofs, il faut très bien connaître le système pour pouvoir le faire. Hein. Entre dire bouffon et dire bouffon, c'est absolument pas pareil. Mais il y a une reconnaissance de la communauté et la sociolinguistique se base là-dessus. C'est-à-dire les différents acteurs sociaux se paramètrent les uns par rapport aux autres en fonction des signes qui leur permettent de se reconnaître comme membres d'un même groupe social. Ça arrive absolument partout. Je disais hier que, en vous disant bonjour au cocktail de bienvenue, c'était très curieux lorsque vous vous présentez entre vous, ce bonjour Rouen, bonjour Marseille, c'est-à-dire que c'est une manière très raccourcie de dire votre appartenance et d'altérer une règle syntaxique en disant bonjour, virgule, Marseille, c'est-à-dire je viens de tel endroit-là. C'était quelque chose d'assez curieux d'écouter. En tout cas, il y a des formes signifiantes qui sont à la fois aussi des signes. C'est-à-dire, je passe des constituants d'un son. En N peut être dental, N, ou rétroflexe, N. Mais je reconnais toujours un N, une consonne nasale. Après, avec ça, je vais pouvoir former des mots. Mais les mots, je les forme avec des formes. Et c'est ce qu'on fait en morphologie. Je peux faire globalisation avec globe, al, isé et ation, mais pas alition globise. Il me faut une règle pour faire tout ça. Je suis prêt à corriger l'erreur globalisage à la place de globalisation. Mais on sait que quand on fait des créations comme ça, si globalisage n'inquiète personne, bravitude, ça fait couler beaucoup d'encre. Or, on rigole, mais le mot est parfaitement bien formé. Les enfants appliquent des règles morphologiques avec une logique implacable. Un enfant ne se pose pas des questions métaphysiques. Un enfant vous dira, comme il écoute, je viendrai, je vendrai. Mais pour lui, le verbe, pourquoi ne pas viendre? La règle, elle est bonne. S'il vous dira, j'ai pendu, mais pourquoi pas, si son petit frère a lu le livre? Donc, à l'intérieur de cette utilisation des règles morphologiques, c'est-à-dire l'utilisation des signes qui permettent de construire des significations,
Il y a des règles, mais c'est toujours un agencement que l'on peut faire parce qu'on reconnaît des signes, la valeur, et surtout parce qu'on le partage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de mon point de vue, en linguistique, dissocier reconnaissance de partage et partage de connaissances. De reconnaissance, pardon. Un petit détail en ce qui concerne cette partie, et qui n'est pas des moindres. Les sons d'une langue, quelle qu'elle soit dans le monde, ils sont limités. Il se passe très très longtemps pour qu'un nouveau son apparaisse, ça se passe beaucoup plus vite quand ils doivent disparaître. En revanche, quelque chose qui est extrêmement rigide, c'est que la morphologie, on ne peut pas la changer. On ne peut pas mettre des nouveaux morphèmes dans la langue tous les jours. Et heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourrait pas se comprendre. Je ne peux pas dire tout d'un coup globalisatup. Personne ne comprendrait. Il veut faire quoi avec global? C'est-à-dire que les morphèmes de la langue sont en nombre limité et ils ne vont pas changer. C'est la possibilité qu'a le système de produire de nouvelles choses. Sauf quand on crée des néologismes, on va importer des morphèmes qui sont ailleurs. Heureusement qu'on a pu faire ça, sinon la science n'existerait pas aujourd'hui. Elle n'aurait pas pu se doter d'un corps des concepts utiles pour dire ce qu'il y a. En revanche, le lexique, c'est-à-dire les morphèmes qui portent un contenu indépendant, eux, la liste est ouverte. C'est pour ça justement qu'on crée des néologies. Maintenant, dernière étape là-dessus, c'est je ne peux pas... je peux utiliser toutes les choses qui sont à leur place, mais ne strictement rien dire. Si je vous dis un caillou italophone pétrit le nucléaire, tout est en place. Les sons, les morphèmes, les mots, mais la phrase n'a pas de sens, y compris sa syntaxe est correcte. À tel point qu'il y a quelqu'un qui a fait un poème très largement connu, qui est The Jabberwocky de Carroll, et quand Alice lui demande de l'expliquer, il fait une des réflexions les plus puissantes en philosophie du langage, qui est jusqu'à quel point on peut donner de la valeur aux mots. Et justement, Humpty Dumpty lui dit, quand je choisis quelque chose, elle signifie ce que je veux qu'elle signifie et rien d'autre. Jusqu'à quel point on peut donner tant de significations. Le problème, c'est d'être le maître, dit lui. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on énonce quelque chose. C'est-à-dire, moi-même, j'énonce quelque chose dans une situation, dans un contexte, mais personne à ma place, ce qui est une autre chose de le faire par écrit, parce que je tiens compte de beaucoup de choses de l'environnement pour pouvoir le dire. Donc voilà un extrait de Jabberwocky, où tout est en place, mais nous ne comprenons strictement rien. Même la rime est en place. Donc, il y a 4 piliers de la langue qui sont les sons, les formes, le lexique et la syntaxe. Maintenant, ce qui manque, c'est de dire quelle est la fonction sociale de ces 4 piliers. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on partage dans la langue? On a vu la valeur des signes, notamment la nature de son, la qualité satisfaisante, l'organisation adaptée des sons et l'organisation adaptée des significations discrètes, c'est-à-dire que je peux découper et mettre côte à côte. Maintenant, ça c'est le système partagé, c'est la langue. La langue, ça n'existe pas. C'est un peu provocateur de dire ça pour nous, on le sait en linguistique. On n'a jamais vu du français, on a constaté du français, c'est différent. C'est-à-dire on a constaté l'utilisation d'un système. Mais la langue en soi, elle n'existe pas. Un dictionnaire n'est jamais qu'une partie transcrite de la langue, mais qui se passe au niveau individuel. Ce n'est pas la langue traitée comme institution sociale partagée justement par toute une communauté. Donc la linguistique s'occupe d'une partie de l'analyse de ça, tandis qu'il y a ce qu'on fait, ce qu'on produit, c'est extra-linguistique. C'est pour ça que je déteste la chasse ou j'aime la chasse. Aimer ou détester n'a rien à voir ni avec moi, ni avec la chasse. C'est une catégorie extra-linguistique. Et ça sera intéressant pour voir ce qui se passe dans quelques instants. Par exemple, dans le cas du racisme ou la lutte contre le tabagisme, je vous en dirai un mot d'après des recherches qui ont été faites. Donc, quels sont
à partir de là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a quelque chose qui vont toucher les communautés qui se regroupent par des composantes par des composantes linguistiques et des communautés qui se réunissent par des composantes qui ne sont pas linguistiques. Vous êtes réunis ici justement par des composantes extra-linguistiques. Mais des signes de reconnaissance, vous les avez parfois dans d'autres secteurs, notamment à cause des parlers professionnels, parce que vous reconnaissez, s'il dit ça, c'est que très probablement, il vient de telle communauté de travail. Donc les deux systèmes se chevauchent continuellement. Maintenant, il y a des sons qui tuent. Essayez de de faire articuler ça à un chinois, par exemple. Orly. Je parle d'Orly à Orléans. Pourquoi? Parce que l'articulation se fait au même endroit et pour lui c'est très difficile puisqu'il n'a pas cette habitude articulatoire. Ça c'est juste pour entrer en matière. La deuxième, ça c'est le titre d'un livre d'une femme qui a vécu très longtemps au Japon. Et la seule manière de faire écrire correctement Rome ou London à des Japonais, elle avait retiré ça, parce que justement, il y a le même problème d'articulation. Et finalement, c'est pour ça que les jeux de mots font beaucoup rire. Et dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que toutes les articulations sont des arrondis, des voyelles arrondies intérieures. Lulu, les jeunes qui bu à l'œil jaune. Cette voyelle, vous êtes en train de la perdre, puisque c'est trop coûteux pour le système. Et je peux les changer et mettre exactement la même, mais à l'arrière, et faire cet autre jeu de mots. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à là, c'est de la rigolade, mais quand on voit que dans l'histoire et dans les textes de référence, ça fait très longtemps qu'on utilise le système, la première utilisation de la prononciation qu'on a répertoriée, c'est justement celle qui apparaît dans la Bible, dans le chapitre de Juges. Selon comment prononcer Chibolette ou Cibolette, les hommes étaient tués ou pas en passant le Jourdain. Donc c'est quelque chose que comme reconnaissance et comme partage d'une situation, ça en dit long. Alors cette situation se fait attendre pour être explorée et étudiée dans le détail, jusqu'à ce que arrivent les sociolinguistes, d'abord les dialectologues au XIXe siècle, tous les néogrammériens, et puis Weinreich, mais surtout William Leboeuf. Alors Leboeuf, un type extraordinaire, bon bref, et il fait apparaître plusieurs phénomènes. Alors, la notion des normes, je la mets entre guillemets, c'est toujours une notion très délicate à traiter. Donc, vraiment entre guillemets. Dans la mesure où on partage cette norme, c'est-à-dire cette référence statistiquement et quantitativement très fréquente, ça va beaucoup mieux se passer. C'est-à-dire tout le monde va se dire on appartient au même groupe. Alors, on a fait de la dialectologie géolinguistique et urbaine. On connaît les différentes variétés d'une langue. Vous partez de Lille à Perpignan, la langue reste la même, mais c'est une expérience que tout le monde a eue. Elle varie, mais elle varie dans un continuum qui est assez imperceptible. Leboeuf avait travaillé beaucoup en linguistique urbaine, c'est-à-dire la dimension géographique disparaît au profit d'une stratification par d'autres manières. Il y a les technolectes, où ce qui m'avait occupé, c'était les parlers organisationnels, d'où l'importance de jargon et un besoin de théoriser sur le jargon, ce qui n'avait pas énormément été approché, parce que, c'est ce que j'avais appelé une pragmaterminologie, parce que dans une institution, un signe linguistique est dépendant forcément des 4 paramètres. C'est celui linguistique
qui reflète le cognitif. Si j'utilise tel mot que je peux prononcer, que je reconnais, que je partage avec mes collègues, c'est parce qu'il révèle une connaissance que j'ai, mais je le partage dans un certain secteur, à un moment de l'histoire de l'institution, pour faire un certain nombre d'actions. Si j'altère un de ces paramètres, le système commence à devenir plus fragile. Ensuite, il y a l'hypercorrection de la petite bourgeoisie qui avait été décrite par Lebov, c'est-à-dire on prend une norme de référence et on l'outrepasse pour montrer qu'on appartient bien à tel secteur. Alors, c'est la liaison Malte-à-propos. J'essaye de faire des liaisons partout pour bien montrer que je sais en faire. Mais on sait très bien que les liaisons, tout le monde ne les omet pas et tout le monde ne fait pas toutes non plus. Ce serait insupportable à l'oreille. Donc, ce sont tous les éléments qui composent le langage. Ensuite, il y a la diglossie, c'est que je vais utiliser deux manières d'utiliser le système pour des fonctions différentes. Il y a le code switching, par exemple, je passe d'un code pour une telle fonction à un autre code pour une autre fonction, mais c'est pas la même situation que la diglossie. Le code marqué ou non marqué, c'est quand j'utilise un mot pour signaler quelque chose d'autre, et ceux qui le reconnaissent et avec qui je partage cette utilisation, ceux qui appartiennent à mon groupe. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui, à mon avis, va revenir à la mode, puisqu'on l'a beaucoup décrié dans son temps. C'était Bernstein, qui avait dit que dans les classes inférieures, on ne pouvait pas accéder à un certain type de raisonnement parce que le code linguistique que les jeunes possédaient ne leur permettait pas d'énoncer un certain nombre de choses. Apprendre, on va laisser. Le monde dira qu'est-ce qui s'ensuit. En tout cas, au-delà de toute cette partie qui concerne le système, il y a d'autres petites choses qui se passent à côté. Juste avant d'abandonner complètement le système et passer au discours, dont je serai très court, puisque je ne m'en occupe pas. Il y a les phénomènes de schizoglossie, c'est-à-dire ce qui m'arrive moi. Je ne sais pas quelle est ma langue de référence. Donc je suis dans un flou linguistique et ça sort par là où ça sort en français, ça sort en espagnol, ça sort en anglais, ça sort en allemand, ça sort comme je peux. Il y a les bizarreries linguistiques qui ont été très bien décrites par Gumperz au point où il avait été appelé comme expert aux États-Unis parce qu'un médecin avait été accusé des meurtres. Or, quand on est allé voir comment s'exprimait ce médecin, qui était parfaitement bilingue, tagalog, donc philippin, et anglais, ces patients décrivaient des tournures bizarres. Et quand il avait expertisé le discours de cette personne, il avait dit effectivement, il y a une contamination du tagalog en anglais, ce qui induit une erreur d'interprétation de la part de l'interlocuteur. Et le médecin fut acquitté. C'est-à-dire, ce n'était pas son discours qui était erroné, mais l'interprétation qui en était faite. Et petit corollaire pour cette partie, quand on dit quelque chose, on encode dans un langage et on dit la balle est maintenant dans le camp de l'autre. C'est à l'autre d'interpréter ce qu'on a dit. Ce qui veut dire que c'est lui qui interprète mon utilisation du code, que je prétends être un moyen de reconnaissance et de partage, c'est parfois ses risques et périls. C'est ce qui se passe très souvent avec les ambiguïtés et la polysémie. Pierre ne suit pas son traitement. Il est fort. Qui? Pierre ou le traitement? On n'a pas moyen de calculer l'antécédent, qui est il, le pronom, par rapport à qui il se fait. Il tient un langage inacceptable. Quelle est la valeur du mot langage pour celui qui dit ça? Visiblement, le langage est acceptable, sinon la phrase ne peut pas être comprise. C'est-à-dire qu'elle est reconnue, elle est partagée dans sa valeur. Mais ce que je ne partage pas, probablement, ou ce qui me permet de dire que le langage est inacceptable, ce sont les contenus
qui sont versés. C'est une autre paire de manches. C'est une autre chose. Et Michel Alliomarie en sait quelque chose. Par exemple, John Galliano aussi. Donc, il y a dans la reconnaissance automatique qui nous fascine, puisqu'on a trop tendance à faire confiance à nos logiciels, on oublie que le sens que nous donnons à tout ce que nous faisons, c'est le résultat d'une interprétation, c'est jamais un calcul. L'ordinateur ne peut que calculer avec les données que nous lui avons données. En fonction de ça, il calcule. Et il émet quelque chose. Mais il n'interprète pas, il n'a pas une expérience du réel. Donc comment peut-il interpréter? Donc il y a des glissements sémantiques qui sont toujours très, très dangereux. Donc presque pour finir, je suis très bavard, au-delà du système et du discours, la langue comme institution sociale abstraite est systématiquement un outil de reconnaissance et de partage. Ça dépend quel est l'élément, quel est le signe qu'on va aller observer pour reconnaître une chose ou une autre. Ensuite, que ce soit une langue, un dialecte, un patois, du point de vue linguistique, il n'y a absolument aucune différence. C'est un problème d'étendue. Le système, il fonctionne très bien à l'intérieur de cette étendue à chaque fois. Ensuite, il y a les aspects législatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce système. C'est une autre chose. Comment on va décider que ce système va être une langue officielle, une langue de travail ou une langue régionale? Ce qu'en France est une langue régionale, on traverse les Pyrénées et ça devient une langue officielle. Hors de question d'aller à Barcelone et dire qu'ils parlent en patois. Ça va être très mal perçu et votre carrière risque de se terminer très vite. Qu'est-ce que c'est qu'une langue majoritaire et qu'est-ce que c'est qu'une langue minoritaire? On entre dans d'autres manières d'observer le système. Ça tient essentiellement à l'identité du groupe. Ensuite, il y a la planification linguistique. C'est-à-dire comment je vais avoir une politique qui me permet de faire qu'avec un système, je puisse faire beaucoup de choses. C'est le cas du Canada et de la loi 101. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je puisse doter le système d'outils qui me permettent de dire un certain nombre de choses. À l'époque, en France, on ne le pensait pas. Mais si la langue française n'avait pas importé massivement des morphèmes en provenance du grec et du latin, la médecine, entre autres choses, n'aurait pas pu se dire, tout simplement. Elle aurait pu exister, mais dites comment, ça c'est une autre chose. D'où l'intérêt des commissions de terminologie. Non pas parce que j'en viens, mais bon. Mais là, parfois on dit des choses un peu curieuses. Là maintenant, on a décidé que l'iPad, que déjà tout le monde appelle tablette depuis un an, là maintenant il faut l'appeler ardoise. Bon, je ne dis plus rien. Ce qui veut dire que avec le système, on fait des choses, mais ce qui est sorti du système n'a rien à voir avec lui. C'est le problème du racisme que j'évoquais tout à l'heure. Le racisme est une opinion, ce n'est pas un corps de doctrine. Mais que racistes et antiracistes exploitent exactement le même corps documentaire et le même corps linguistique. Et il y a les textes, par exemple, de Mathieu Valette sur le racisme. Ils avaient fait une détection automatique des racistes et antiracistes. C'est systématique. Le vocabulaire est exactement le même, mais utilisé avec des valences différentes. Et la même chose qui a été faite pour le ministère de la Santé à propos du tabagisme. Le corps linguistique est le même, mais tandis que les organismes de santé le valorisent, donnent une valence systématiquement négative, pour le cigarettier, c'est toujours un adulte responsable à qui on vend un certain nombre de produits. Donc, conclusion, les campagnes apparemment ne fonctionnent pas. Donc, les opinions sont une autre forme de partage. Une phrase célèbre, je ne sais pas qui l'avait dite, le mot chien n'aboie pas. On confond la réalité, le linguistique et ce qu'on véhicule avec ça. Donc pour terminer,
la langue dit en partie ce qui se passe dans le monde. En partie, parce que c'est chaque énonciateur qui dit sa version du monde, pour ne pas dire de son monde. Si on amplifie ça à la culture, une phrase que j'aime beaucoup, la culture est un implicite partagé, ça veut dire que pour partager tout ça, on partage une très grande quantité et de strates de choses. Mais encore une fois, on est au-delà de l'énonciateur. Juste pour citer un exemple, la fameuse phrase de Gaulle, français, je vous ai compris. Personne n'a su qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça. On a compris la phrase. Mais qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, personne ne le sait. Donc, on a glosé énormément de choses à partir de ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. On peut faire des inférences. Mais bon. D'où l'histoire. Je fais le pont avec le début, avec le paradoxe d'Electre. Electre, son problème de reconnaissance, c'est un problème de reconnaissance et de partage de signes. Si elle avait connu l'existence de ce signe, tout comme dans les langues, on reconnaît et on sait organiser les signes, on peut partager. Et parce qu'on peut partager, on peut reconnaître. Merci beaucoup.